Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous commencerons avec une vulnérabilité majeure dont Magento, baptisée Session Reaper, corrigée par Adobe, est considérée comme l'une des plus graves de l'histoire de la plateforme. Nous parlerons ensuite de la mise à jour de sécurité de SPIP, qui corrige une faille d'Open Redirect dans les versions 4.4.5 et 4.3.9. Nous reviendrons également sur un rappel du NCSC britannique. La résilience est tout aussi essentielle que la défense et la préparation à la reprise va être au cœur de la stratégie des entreprises. Puis nous irons aux côtés des menaces avancées avec Silent Push qui révèle de nouvelles infrastructures utilisées par les groupes chinois Salt Typhoon et UNC 4841. Nous poursuivrons avec une analyse de Zscaler sur APT37 qui combine Rustonoto, Shinoto et FedStealer dans une campagne sophistiquée de surveillance et d'exfiltration. Et enfin, nous terminerons avec les travaux de Fortinet sur Mosterrat, un acteur qui détourne des outils légitimes comme AnyDesk et FinkVNC pour obtenir un accès furtif complet au système compromis. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le mardi 9 septembre 2025, épisode 415. Bien entendu, vous retrouverez l'ensemble des sources dans la description de l'épisode ainsi que sur le site de radiocesseur.org. Adobe a corrigé une vulnérabilité critique dans ses plateformes Adobe Commerce et Magento Open Source. Cette faille, identifiée sous la CVE 2025-54236, est surnommée Session Reaper. Elle est décrite comme l'une des plus graves de l'histoire du produit. Cette vulnérabilité peut être exploitée sans aucune authentification via l'API REST de Magento Commerce pour prendre le contrôle de comptes clients. Bien entendu, un correctif a été publié le 9 septembre 2025 et selon Sandsec, Adobe avait prévenu certains clients dès le 4 septembre d'un correctif d'urgence à venir. Les clients utilisant Adobe Commerce Cloud étant déjà protégés par une règle de pare-feu applicative déployée par Adobe en mesure intermédiaire, c'est fantastique le WAF. Et Adobe précise ne pas avoir observé d'exploitation active de la faille. Quand on regarde l'exploitation, ça semble dépendre du stockage des sessions sur le système de fichiers. Une configuration par défaut utilisée par la majorité des boutiques, le correctif désactive certaines fonctionnalités internes de Magento, ce qui pourrait provoquer des problèmes pour des codes sources personnalisés ou externes. Adobe a mis à jour sa documentation concernant les changements dans l'injection de paramètres du constructeur de l'API REST, mais les chercheurs estiment que la CVE 2025-54236 pourrait être exploitée de façon automatisée et massive. Cette faille est placée au même niveau de gravité que les vulnérabilités historiques Coming Sting, Trojan Order, Ambionix de SQLi et Choplift. L'équipe de maintenance de SPIP a publié les versions 4.4.5 et 4.3.9 du CMS. Ces mises à jour corrigent une vulnérabilité du type Open Redirect affectant la page de connexion en Ajax. Cette faille a été signalée par Jobert Pazu. La version SPIP 4.4.5 inclut en plus de la correction de sécurité plusieurs améliorations et correctifs de bugs. Parmi eux, la simplification dans HTTP Image Pack, gestion améliorée de la fonction timestamp, correction dans le collecteur de balises HTML et commentaires, ajustement sur les formulaires et labels, amélioration des performances et des statistiques, compatibilité étendue avec les versions PHP disponibles. Il faut savoir que la version SPIP 4.3.9 corrige uniquement la faille d'Open Redirect sur le formulaire de login en Ajax. Les branches concernées, qui sont compatibles avec PHP 7.4 à PHP 8.4, et cette mise à jour peut être effectuée via SPIP Loader disponible sur get.spip.net. Bref, si vous utilisez SPIP, on patch. Le NCSC britannique rappelle l'importance de la résilience cyber qui compte autant que la défense. Des récents incidents ayant touché des distributeurs et fabricants britanniques ont montré que les organisations doivent préparer non seulement leur défense, mais aussi leur capacité de reprise après l'incident. Ce programme Cyber Essentials définit 5 mesures fondamentales de sécurité, incluant la gestion des correctifs, le patch management, des accès et des défenses périmétriques, mais pour les grandes entreprises et les grandes organisations, le Cyber Assessment Framework permet de gérer les risques cyber et de protéger les services essentiels et de garantir leur maintien ou leur reprise en cas de perturbation. On en avait déjà parlé sur Radio CSERT, mais ce qui est intéressant, c'est que la planification de la reprise passe par plusieurs actions. Alors la première, elle peut sembler évidente, mais sur des grandes organisations, c'est beaucoup plus compliqué. Connaître son parc informatique et identifier les systèmes critiques. Mais dans beaucoup d'entreprises, on pense qu'il y a juste le système financier qui va être mis en ligne de compte. Sur des TPE, PME, est-ce que je peux faire mes commandes ?
Et on se rend compte que parfois la gestion du stock est beaucoup plus importante que de savoir si on peut faire des virements ou pas. Les deux sont critiques, mais quand on doit prioriser au moment du redémarrage, c'est intéressant. Et réaliser des analyses d'impact métier, c'est pas évident pour des petites structures. Il faut regarder du bon sens. De quoi on a besoin pour bosser et faire rentrer de l'argent. Définir des rôles, des plans de communication pour agir même en cas d'indisponibilité. C'est vrai que quand on dit j'ai tout stocké sur mon ordinateur et quand il est chiffré, que vous ne pouvez plus avoir accès à ni vos annuaires ni vos listes de contacts, aujourd'hui c'est assez rare d'avoir dans les entreprises des personnes qui impriment tout le fichier client. Organiser des exercices de simulation pour entraîner les équipes à la prise de décision sous pression. Ça c'est passionnant. C'est hyper intéressant. Je le fais pour des entreprises. Vous leur posez à chaque fois la question à ces chefs d'entreprise. Ils vous disent tous au départ, je peux me passer de l'informatique. Quand vous commencez réellement à les mettre dans une situation tout à fait réaliste, ils arrivent le lundi matin, c'est le jour où ils font les virements pour la paye, et je leur fais juste imaginer une chose. On les a cambriolés et on n'a volé qu'une seule chose dans l'entreprise. Tout ce qui était informatique et téléphonie. Et à partir de là, allez-y, commencez à maîtriser avec juste votre téléphone portable que vous avez dans la poche. C'est assez rigolo. Généralement, ils arrêtent de rigoler au bout de 10 minutes. Et au bout d'une heure, ils sont limite en train de se battre. Mais bon, revenons au NCSC, qui souligne également l'importance de la coopération, les groupes de confiance sectoriels, les échanges d'informations permettant de partager expériences et enseignements afin de renforcer collectivement la résilience. Et enfin, la gouvernance de l'entreprise qui joue un rôle clé. Les dirigeants et les conseils d'administration doivent intégrer le risque cyber dans leur prise de décision et veiller à la préparation de l'organisation face à ces perturbations. Alors aujourd'hui, pour des entreprises cotées en bourse ou qui ont des régulateurs, la question se pose pratiquement plus. Par contre, pour beaucoup de ETI, des PME ou des TPE, c'est pas du tout la même chose. Article à lire, c'est en anglais, mais c'est pas mal. C'est hyper instructif et surtout c'est gratuit, il n'y a pas d'excuses. Un article de Silent Push a publié de nouveaux indicateurs concernant les groupes APT chinois Salt Typhoon et UNC 4841. Il faut savoir que Salt Typhoon, également connu sous les noms de Ghost Emperor, Famous Sparrow, Earth S3 ou UNC 2286, est actif depuis au moins 2019. Il est attribué au ministère de la Sécurité d'État chinois et connu pour ses campagnes internationales contre des infrastructures télécom et des fournisseurs d'accès Internet aux États-Unis et dans plus de 80 pays. En 2024, il a ciblé au moins 9 opérateurs américains et obtenu l'accès aux métadonnées de millions d'utilisateurs. UNC 4841 est lié à la compromission des appliances Barracuda Email Security Gateway en 2023. Silent Push confirme un chevauchement d'infrastructures entre Salt Typhoon et UNC 4841. Et à partir de modèles d'enregistrement de domaines, Silent Push a identifié 45 domaines supplémentaires dont la plupart n'avaient pas encore été liés à une activité APT. Ces enregistrements dataient de mai 2020 à 2025. Vous vous rendez compte, les groupes d'attaquants peuvent déposer des noms de domaine, les stocker pendant 5 ans, comme on dit, c'est une réserve, et après ils vont commencer à les utiliser pour vraiment faire de l'espionnage. On parle de colorthinktem.com, dataupdata.com, infraredsen.com ou materialpli.com. C'est assez extraordinaire de voir toute cette préparation sur du long terme. Ils ont une vision, c'est pas je vais rentrer dans un système, je le ponce et 10 minutes après je ressors. Non, on va travailler sur du long terme. Et certains domaines étant liés à des malwares utilisés par Salt Typhoon dans le rootkit Demodex et les portes dérobées type SnapBee ou Ghost Spider. Mais Silent Push a également publié des adresses IP associées à ces domaines. Je vous recommande fortement l'article. Il y a énormément d'IOC, il y a des haches. L'éditeur recommande aux entreprises de vérifier leurs journaux DNS sur les 5 dernières années. Alors ça me fait sourire. Pour remonter les logs de vos serveurs DNS sur les 5 dernières années, sachant que dans la majorité des cas, si on les garde déjà 6 mois, voire 12 mois dans les entreprises ou quand c'est activé, c'est assez intéressant. À lire, en tout cas, si vous voulez faire de l'investigation, Salt Typhoon vous intéresse, je vous recommande très très fortement cet article. Un autre article sur APT30sec, aussi appelé Scarcruft ou Velvet Cholima, est un groupe nord-coréen actif depuis plus de 10 ans. Vous avez vu les groupes d'attaquants ? Il n'y a pas que des groupes qui sont faits juste au mois de juin ou au mois de juillet qu'on a pu voir cette année. Ces cibles sont surtout des personnes liées au régime ou engagées dans la défense des droits humains en Corée du Sud. Dans ces campagnes récentes, le groupe s'appuie sur un serveur de command et de contrôle unique pour piloter 3 outils principaux.
Rustonoto, une backdoor écrite en Rust et observée depuis juin 2025. Chinoto, une backdoor PowerShell utilisée depuis 2019. Et Fade Stealer, découvert en 2023, capable d'enregistrer les frappes clavier, donc c'est un keylogger, de prendre des captures d'écran et du son, de surveiller les périphériques et d'exfiltrer les données sous forme d'archives rares protégées par mot de passe. L'infection débute souvent par un fichier raccourci Windows, donc un fameux .lnk, ou un fichier d'aide, les fameux .chm. Ces fichiers déclenchent l'exécution de Chinoto, qui installe ensuite Rustonoto et Fade Stealer. Les chercheurs de Threat Labs ont détaillé une chaîne d'infection complète, un raccourci .lnk qui déploie un lore au format HWP et qui installe Rustonoto, un fichier d'aide.chm pour installer Chinoto via un script HTA, puis Fade Stealer qui est lancé à l'aide d'un chargeur Python qui va injecter le code malveillant dans des processus Windows légitimes, comme calc.exe ou svchost.exe. Une fois en place, Fade Stealer collecte en continu les documents, des frappes clavier, des captures écran et des enregistrements audio stockés dans des répertoires temporaires avant d'être compressés et envoyés au serveur de command and control. Toutes les infrastructures observées reposent sur des serveurs web compromis avec une communication en HTTP mais avec un encodage seulement de base 64. Et parmi les fichiers identifiés, dans l'article vous avez même les HMD5. Vous allez retrouver le raccourci malveillant, l'exécutable qui permet de faire Rustonoto et un fichier CHM nommé password.chm. Vous avez même le MD5. APT37 continue ainsi à perfectionner ses méthodes, combinant de nouveaux langages comme Rust, des techniques d'injection avancées et des outils de surveillance très complets. À lire. Alors je profite de cet épisode pour vous annoncer que j'ai écrit 2 nouveaux articles qui sont disponibles sur mon blog. Le premier revient sur les attaques menées par le groupe APT-C53, connu sous le nom de Garmaredon, contre des institutions gouvernementales ukrainiennes. C'est intéressant, j'ai récupéré les sources à partir d'un portail de la communauté chinoise cyber. C'est une vision complètement différente. Par contre, l'article en tant que tel, ce que moi j'ai apprécié, on récupère des IOC, on récupère des... Il y a des haches, pardon, vous avez pas mal d'infos. Le second article, il va aborder la compromission massive des packages NPM. Ça fait beaucoup de buzz aujourd'hui sur la planète Internet. Alors la compromission des packages NPM, c'est vraiment pour dérober des crypto-monnaies. Il présente la manière dont ces modules ont été manipulés et les risques associés pour l'écosystème JavaScript. Il va compléter l'épisode spécial 414 que j'ai enregistré aujourd'hui. Mais avant tout, ce qui m'a le plus perturbé dans cette approche, c'est comment on pouvait gérer ses avoirs financiers sur la même poste où on développe pour l'entreprise. C'est des choses qui m'ont un peu surpris. Parce que les développeurs qui sont la cible principale, si vous utilisez votre station de travail professionnelle pour consulter vos comptes ou pour vos transactions en crypto-monnaie, je pense que le sujet il est plutôt ailleurs, quoi. Mais bon, chacun son truc, hein. J'espère que ces lectures vous permettront de mieux comprendre l'évolution des menaces récentes et les méthodes employées par les attaquants. Et voilà, cet épisode de Radio CSR du mardi 9 septembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort